J'ai des amies extrêmement talentueuses, mais je tarde à lire leurs livres, donc dans ce vlog, il est temps que vous découvriez en fait le talent de mes copines. Hello, c'est Stella et bienvenue dans le vlog de lecture de juillet. Ce mois-ci, nous allons nous concentrer sur des autrices françaises que j'aime de tout mon cœur, des autrices que j'appelle aussi mes amies, mes connaissances, des autrices qui sont juste extrêmement cool, qui sont hyper talentueuses, et voilà, j'ai envie un petit peu de leur donner de l'amour en lisant tous leurs livres l'une après les autres. Voilà, donc c'est peut-être un petit peu horrible comme concept, je suis désolée les filles. Nous avons au menu 5 romans, il y a un petit peu de tout. Il y a de la romance, il y a de la fantasy, il y a du contemporain, il y a de la poésie, il y a un petit... Bref, j'ai trop hâte, donc je vais vous présenter chacune d'entre elles. On va commencer par Perles parsemées de Balkis. J'avais adoré son premier recueil, je trouve qu'elle a vraiment une patte hyper particulière qui me touche quand même pas mal. Ceci est son deuxième recueil et à chaque fois il y a des illustrations, donc je suis trop contente en fait. Et je trouve que c'est trop mignon, c'est trop beau donc... Ensuite j'ai envie d'enchaîner avec un livre qui correspondra à la canicule dans laquelle nous sommes actuellement, La Lagune de Ludmilla. Ce livre est sorti il y a pas longtemps et il explore la création d'un trouble. Qu'est-ce que c'est qu'un trouble? Eh bien c'est 3 personnes qui sortent ensemble. Ça sort un petit peu du cadre du triangle amoureux hyper cliché qu'on a l'habitude de voir parce que là, le triangle amoureux, ils finissent tous ensemble. En plus on est dans un cadre à la mer, dans une petite lagune, là il fait chaud, on boit des cafés sur une terrasse, on se met de la crème solaire, on va se baigner. Le mood est incroyable, j'adore Ludmilla et j'ai très hâte de découvrir sa plume dans ce roman-là et surtout le trouble quoi, le trouble les amis. I want to know. Ludmilla c'est la grande gagnante du concours Slalom Romance et du coup c'est son premier livre publié. Nous allons enchaîner avec Marie, puisque Ludmilla et Marie sont très copines, donc je lis vos livres l'un après l'autre. Et là on part dans quelque chose de totalement différent les gars, puisque... Et je ne sais pas trop vous dire de quoi parle ce livre, parce que j'ai fait exprès un petit peu de m'éloigner de tous les spoilers et de tous les pitchs et tout. Je voulais vraiment le découvrir et plonger dedans. On est dans une ville et je crois qu'il y a une nouvelle technologie qui émerge et ça crée pas mal de discorde. Et on va suivre un journaliste et je crois qu'il y a aussi du coup un étudiant là-dedans. J'ai entendu que du bien sur ce roman et je connais absolument pas la plume de Marie, donc enfin! Et surtout le tome 2 sort en août, donc je pourrais enchaîner. On va repasser par le contemporain, les amis, et là, le tourbillon des possibles de Clara, c'est dingue les gars, genre, est-ce que, excusez-moi mais je flex un petit peu, Clara, je ne vous la présente plus, c'est l'autrice la plus prometteuse de notre génération, et surtout, elle a la capacité à décrire en fait des sentiments que tu savais même pas que tu ressentais, et de parler de tranches de ta vie qui sont hyper importantes, et bref, elle met des mots sur des tas de choses. Et là, on part avec Léonie qui nous emmène dans son propre tourbillon des possibles alors qu'elle a terminé ses études et elle ne sait pas quoi faire de sa life. Elle n'arrive pas à trouver son taf, elle n'a pas vraiment d'argent, du coup l'objet de réemménager chez ses parents et ça remue pas mal de choses de son passé. J'arrive à un point avec Clara, comme je vous avais dit, où en fait je lis ce livre sans... Enfin j'ai pas Clara dans ma tête, tu vois, genre je le dévore comme si c'était un livre parmi tant d'autres. J'aime en fait ce qu'elle écrit, j'aime sa plume au-delà de la personne et voilà, et donc je suis trop contente. Et nous terminerons avec un petit peu de fantasy yoga adulte les amis, Le Prince en Terre de Lys. J'avais adoré le tome 1 sur notre amie Verina, la bénie de Césarée, et cette fois-ci nous changeons d'univers puisque nous bougeons dans ce monde et nous allons aller voir ce qui se passe dans un autre continent et nous allons suivre Maël qui est donc le fameux prince sans terre et il va lui arriver plein de trucs à ce petit Maël, j'en suis sûre. Il va tomber amoureux, il va se battre, il va trahir des gens, il va se faire trahir sûrement, je ne sais pas. Héritage, chant d'espoir, quête de liberté et sentiments étouffés, bienvenue à Arthos, l'empire de la terre. J'adore, je suis un signe de terre dans le zodiaque, donc je pense que ce petit Maël va me plaire, surtout il a la gueule de Jamie Fraser, voilà. On se croirait dans Outlander un petit peu, est-ce que genre Arthos c'est un petit peu l'Écosse? Je ne sais pas. Ce livre est certes un tome 2, mais c'est aussi un compagnon tout en se passant plus ou moins en même temps que le tome 1. J'avais vraiment aimé le tome 1, j'avais aimé en fait le culot et l'originalité de Lys, elle était allée dans des endroits où franchement moi je m'attendais pas, du coup hâte de voir ce qu'elle nous a préparé pour celui-là. Et voilà les amis, ça fait une bonne pile de lecture qui va nous accompagner durant les 2-3 prochaines semaines. On va tout de suite commencer par un petit peu de douceur, un petit peu d'émotion avec mes petites perles parsemées. Et c'est parti! It may be hard for you to stop and believe, but for you, I leave it all. Oh, for you, I leave it all. Give me one good reason why I should never make a change.
viens de terminer Perles parsemées de Balkis et ça m'a fait penser à tellement de choses. En fait, c'est ça que j'aime bien avec la poésie, c'est que ça vient gratter des choses très précises en toi. C'était tellement doux, tellement beau. Ça, c'est quelque chose que j'avais déjà vu avec donc son premier recueil. C'est des poèmes qui vous apaisent, qui vous motivent aussi. Je cherche pas forcément à faire quelque chose d'hyper déchirant, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie parce que la poésie, je trouve que c'est vachement synonyme d'émotions très très lourdes, très très difficiles. Elle cherche pas à faire mal en fait avec ses poèmes. Certes, elle parle de trucs qui peuvent être difficiles ou tristes, mais elle a toujours ce côté hyper lumineux. Si elle l'aborde, c'est vraiment dans une idée de nous pousser, tu vois. Tu sens que vraiment t'entres dans sa tête, t'entres dans son cheminement intérieur. Elle te partage vraiment tout plein de choses qui sont assez intimes. J'ai envie de lui faire un câlin, tu vois. J'ai envie de lui dire « Oh mais meuf, vas-y, je suis trop fière de toi et tout. » C'est quand même vachement courageux, hein. Genre moi en fait je me rends compte, mais les gars, mais vous êtes badass. Pour le coup, la poésie, tu sais que c'est hyper perso, tu vois. Genre tu peux pas te cacher derrière le fait, ouais, c'est de la fiction, machin, genre non. Donc oui, j'ai tellement en fait de tendresse pour elle parce que je suis trop contente en fait. Genre vraiment, ce livre, ça m'a donné le smile parce que je me dis oui, le fil conducteur de ce livre, c'est l'eau. Donc en fait, au début, tu pars des abysses et ensuite tu remontes petit à petit pour aller à la surface. Mais même dans ces abysses, il y avait des petites perles qui en fait donnaient l'espoir de quelque chose de plus beau et qui surtout te traçaient un petit peu un chemin. Elle part des abysses et petit à petit, elle s'élève à la surface. Donc ce recueil m'a fait changer d'avis sur la poésie. Jusqu'à maintenant, je disais ouais, mais moi je suis incapable d'écrire de la poésie parce que c'est trop englobant. Il faut arriver à décrire en très peu de mots quelque chose de hyper vaste, une émotion, quelque chose comme ça. T'es obligé en fait de réduire quelque chose que t'aurais pu passer 4 pages à décrire. Et en fait non, parce que t'es pas obligé de parler de concepts hyper vastes. Tu peux faire un alexandrin sur les murs de ta chambre. Tu peux faire tout un poème sur le goût d'un fruit. Et c'est ce que Balkis fait, dans le sens où elle a certes des poèmes qui englobent quelque chose de beaucoup plus vaste, et du coup, bah, certes, là, le choix des mots est hyper important parce que tu as très peu d'espace et très peu de mots pour raconter quelque chose d'énorme. Et des fois, elle va juste avoir envie de parler de un truc précis. Genre, il y a un poème sur le fait qu'elle a envie d'être Ariel. Et ça m'a en fait vraiment me fait dire, mais poésie, c'est ce que tu veux en fait. Mais en fait, ce que j'aime bien, c'est qu'elle a exploré l'idée du vide. Le vide, c'est quelque chose qui est très mauvais quand on y pense, mais finalement, en fait, le vide, c'est aussi laisser de la place. Le vide, c'est aussi attirer en fait des choses à soi, se présenter comme étant disponible. La phrase que j'ai bien aimée, c'est « le verre, laissez-le à moitié vide ». J'aime beaucoup. Et vous voyez, enfin, c'est aussi ça ce que j'aime avec Balkis, c'est que ce qu'elle raconte, c'est pas compliqué en soi, mais elle arrive en fait avec des idées assez simples, des mots assez simples, à présenter des situations avec un angle que t'aurais jamais imaginé. Tu te rends compte en fait vraiment du pouvoir des mots. Une émotion dure en moyenne 90 secondes. Je ne savais pas, mais j'adore cette idée. Petit moment quand même pour apprécier aussi les illustrations. Je trouve les illustrations magnifiques. Tout ça pour dire que j'ai énormément aimé. Ça m'a vraiment fait passer un bon moment. Merci du coup Balkis pour ce recueil. Continue. Nous allons enchaîner les amis avec La Lagune de Ludmilla. On reste dans quelque chose d'assez doux et d'assez summer vibe. C'est parti, plongeons dans The Lagune. Oui. Staring at two different views on your window ledge. Coffee is gone cold, it's like time froze. There you go, wishing, floating down, I'm wishing well. It's like I'm always causing problems, causing hell. J'ai lu un premier quart de La Lagune et je dois avouer que le climat était parfait, puis là ce matin il s'est mis à pleuvoir, donc on est plus trop dans la lagune. Mais c'est pas grave, nous allons essayer de retirer le soleil à nous. Et je démarrais en disant que effectivement ce livre c'est l'incarnation de l'été, c'est l'incarnation de la lumière, c'est l'incarnation de tous vos souvenirs de 2016. Après j'habitais au bord de la mer, je dois avouer, donc mes étés ressemblent exactement à ce qui est décrit dans ce livre. Donc ça me replonge dans on est à la mer, on fait des soirées plage, on rentre, il fait chaud, il y a les cigales et tout, enfin c'est un vrai bonheur. En plus il y a la playlist, je vous conseille d'écouter la playlist parce que du coup ça renforce encore plus ce mood. Je me souviens que Loud elle avait vachement dit que il se passe pas tellement de choses que ça. Les gens ils sont très chill, vous savez, ils ont le temps, ils sont sexy et tout, et c'est exactement ça. La plume de Ludmilla est très très belle, très très riche, elle nous fait plaisir à chaque phrase avec des mots extrêmement beaux.
et des métaphores assez surprenantes sur certains trucs mais qui finalement en fait correspondent extrêmement bien. Et nous avons donc rencontré nos 3 personnages principaux qui ont chacun leur point de vue, on alterne. On a premièrement Rosen qui est la première qu'on rencontre. Rosen, elle a 23 ans et elle voudrait faire une petite pause, une petite parenthèse dans sa vie avant de taffer en septembre l'an prochain, et du coup elle se dit qu'elle va faire serveuse dans ce camping là qui est sur la côte ouest. On sait pas exactement ce qui se passe dans sa vie à part ça, mais petit à petit je pense qu'on va comprendre un petit peu mieux d'où provient cette envie. Rosen, je l'aime bien, elle est hyper détente, enfin vous voyez, elle se pose pas 10 milliards de questions, c'est une héroïne qui est assez agréable, elle correspond bien avec le mood de l'été. Et ensuite on a Camille. Camille c'est un gars qui a grandi dans ce camping depuis des siècles. Je sais pas, est-ce qu'il y... Attendez, là Ludmilla tu vas me taper parce que je sais pas s'il y travaille, je sais pas ce qu'il fait précisément. Bah, il connaît absolument tous les animateurs, il vient à toutes les soirées camping, et encore une fois sur le camping, tous mes étés de mes 12 à mes 17 ans, j'étais au camping. Donc c'est exactement une représentation. Toutes les scènes, je peux vous dire que je l'ai vécu. Donc c'est trop drôle. Sauf que nous on n'était pas encore assez grands, du coup on n'était pas dans la team des animateurs, même si sur la fin c'était un peu border parce qu'on commençait à faire copain avec les animateurs, et ça les gars c'était un petit peu bizarre. Lui il surfe tous les matins à côté sur la plage, ensuite il se trimballe au camping et il est extrêmement BG. Et donc voilà, évidemment il récupère des petites meufs du camping tous les étés. Et en fait nous avons Marjorie, c'est une meuf qui est pas du tout là pour surfer, d'apparence peut paraître hyper froide, hyper hautaine, et qui l'est peut-être un petit peu, et en fait elle est en train de fuir son quotidien hyper étouffant, sa mère qui veut contrôler toute sa life. Et qu'est-ce qui va se passer en fait, c'est que Marjo elle va flasher de ouf sur Camille, et elle, l'amour c'est une compétition, ok, c'est extrêmement sérieux ce qui se passe. Je pense que la meuf n'a pas pété un coup depuis 2005. En fait quand elle capte que Camille s'intéresse aussi un petit peu à Rosen, il va avoir une petite rivalité qui va se mettre en place. J'en suis là, et franchement j'adore, parce que si jamais tu ne sais pas que ce livre parle d'un trouble, tu pourrais juste avoir ce pitch de début et te dire oh là là le triangle amoureux, et du coup t'es un peu perturbé, et c'est ça que j'aime bien, parce que je pense qu'elle veut un peu faire déclencher en nous peut-être cette gêne ou cette question de nous dire mais qu'est-ce que j'aurais fait moi, tu vois, dans cette situation, où elle est en fait moi ma limite. Et en gros là je suis au moment où Camille il est en train de se dire je crois qu'il faut que je réfléchisse et tout. Rosen de son côté elle aime beaucoup Camille. Ce que j'aime bien aussi c'est que elle ne ressent aucune animosité envers Marjorie, et ça c'est cool parce qu'en gros Marjorie immédiatement elle a capté que Rosen était intéressée par Camille, elle est passée en mode offensive. Du coup, elle parle comme de la merde à Rosen, elle la regarde giga mal et tout. Et à un moment donné, elles se retrouvent à discuter toutes les deux. Et tu sais, Marjorie, elle est en mode ok, armure, je prépare mes points, tu vois, genre on va se fight. Et Rosen, elle est là en mode ça va et tout, genre elle est tellement détente. Et du coup, Marjorie, elle est hyper perturbée parce que elle appréhendait une bataille, mais en fait, il n'y en a aucune parce que Rosen est hyper chill. Ouais, il est beau, Camille et tout, je suis d'accord avec toi, machin. Est-ce que mon intérêt pour une personne implique le désintérêt forcé des autres, tu vois? Comment ça fonctionne? Et du coup, il se pose toutes ces questions. Et là, c'est le premier petit point où moi, je veux des tartines. Quand on commence comme ça à se poser des questions, à être vulnérable, à réfléchir sur ce qu'on veut, ce qu'on ressent, ce qu'on pense, moi j'en aime toujours plus. Après, je suis que au début, donc peut-être qu'elle va vachement rentrer en détail. Mais pour le moment, peut-être qu'ils ne réfléchissent pas suffisamment à mon goût. Mais c'est parce que moi, je suis une fan d'introspection. J'aime quand il y a des violons, j'aime quand il y a du drama. Mais voilà, je pense que je vais être sûrement satisfaite de drama dans la deuxième moitié du livre. Je suis vraiment hyper intriguée parce que je savais pas en fait comment elle allait attraper la situation. Je savais pas si jamais il y avait à avoir un couple et qu'une allait se rajouter, si jamais les meufs aussi allaient se plaire, enfin comment ça allait se passer. Et là, ce que ça a l'air d'être, c'est que Camille en fait il est attiré par les deux et il a peur, et en fait Rosen agit comme un élément de calme énorme dans ce livre, et je suis assez impressionnée par son comportement. Je pense que c'est en fait son attitude à elle qui est assez renversante dans notre société, parce qu'en fait elle dit à Camille moi je suis heureuse avec toi mais tu m'appartiens pas, si t'as envie d'aller flirter, fais-toi plaisir. Et je sais pas si je serais capable de faire ça, mais c'est hyper intéressant de voir quelqu'un le faire, et ça ouvre l'esprit, je trouve, ça ouvre des questionnements. Et du coup je sais pas ce que va faire Camille, voilà, est-ce que Camille va le faire, je sais pas trop. Comment va réagir Marjorie, genre Marjorie elle s'attendait à une bataille, et au final Rosen elle lui dit mais tiens mais vas-y, genre elle va être peut-être vexée, non, elle va être en mode mais attends mais t'as pitié de moi là, genre tu m'offres ton mec. Donc écoutez, j'aime beaucoup, franchement j'aime que ça parle de thèmes assez modernes, j'aime qu'on se pose des questions, j'aime qu'on renverse des figures comme le couple qui sont hyper installés. J'aime la vibe de l'été, genre là ils sont allés à la plage et tout. Bon moi je ne surfe pas, donc je ne peux pas comprendre toute cette vibe de surf. Moi je suis plus team Marjo, faire de la bonzette, et d'ailleurs ça me fait rire parce que moi j'ai pas pété un coup depuis 2004, je pense que j'aurais été exactement pareil dans cette situation. Du coup j'aime bien qu'elle ait ajouté un personnage qui contrebalance la chill attitude de Rosen et qui apporte en fait un autre point de vue. C'est intéressant parce que si tout le monde est d'accord dans ce livre, bah forcément le débat est clos. Et avoir des personnages féminins assez différents, assez réalistes, assez piquants aussi, qui te bousculent, qui te mettent mal à l'aise. Écoutez, je suis très emballée par
par cette lecture. Je vais continuer en espérant que ça pourra chasser la pluie. Je crois que ce ne sera pas possible. Enfin voilà, c'est parti. We could sweep this under the carpet. I hope that I can turn back the time to make it all alright for us. I'll promise to build a new world for us two, with you in the middle. Je suis à 60% du livre et ce soir je vais me faire une petite soirée lecture pour le terminer. Donc je vais vous faire un petit update là avant de rusher la fin. Ce que je disais à Ludmilla en privé, c'est que ce livre est rempli de discussions. Ils ne font que de se parler. Genre littéralement la phrase « je peux te parler, viens on va marcher 2 minutes et tout », c'est à tous les chapitres. Et je pense que ça pourrait être un argument pour certaines personnes pour expliquer pourquoi ils aiment pas ce livre. Et vraiment c'est un argument qui rajoute énormément à mon appréciation parce que à chaque fois qu'ils ont des doutes, ces gens-là s'expriment. Et c'est peut-être pas hyper réaliste, mais c'est tellement agréable et surtout ça participe, je trouve, à l'univers de ce livre. Ce roman, je pense qu'il est pas fait pour être compliqué. Le but de ce roman, c'est pas de rendre la situation hyper tragique, hyper difficile. Non, au contraire, il y a de la légèreté. Ce roman, c'est fait pour vous montrer que des choses sont possibles, que parfois, il faut pas se poser de questions, mettre sur off et juste s'écouter. Et ça se ressent aussi à travers comment elle a structuré son roman. Vous voyez, je vous disais tout à l'heure que peut-être il me manquait un petit peu plus d'introspection, qu'il me manquait un petit peu plus de doute, de questionnement, de oh my god mais qu'est-ce que je fais. Et certes on a le personnage de Marjorie qui incarne justement cette attitude de what the fuck, je sais pas ce que je suis en train de faire dans ma vie. Et finalement je me dis que c'est suffisant. Ce livre il est pas fait pour prendre la tête. Et du coup si les personnages pétaient un câble tous les 2 pages, et ben ça aurait pas été le même livre et du coup ça aurait pas été pareil. Et je comprends en fait l'intention de c'est une parenthèse l'été et les personnages en fait se laissent aller d'une manière qu'ils l'auraient peut-être pas fait en temps normal. Et du coup bah, ça amène des réactions un petit peu plus spontanée que d'habitude et du coup j'aime bien. Donc parlons de Marjorie qui est un personnage que j'adore. En fait cette meuf elle est comme je vous ai dit hyper tendue et elle résiste de ouf et c'est bien. Pourquoi est-ce que vous me mettez en fait, vous m'immiscez entre vous, je ne comprends pas. Et j'ai une réponse à ma question les gars, je vous disais est-ce que il va du coup avoir une histoire aussi entre Rosen et Marjorie pour faire un vrai trouble? Eh bien oui. Et ça en fait je savais pas qu'il y avait ça mais c'est parfait. Et vous savez quoi? Depuis le début, elle a réussi à écrire un petit peu un truc un peu sous-jacent entre Marjorie et Rosen. Et tu vois, je le sentais un peu qu'il y avait il y avait un truc, tu vois. Et du coup, là que elles ont un petit peu mis les mots dessus, c'est trop cool. Peut-être que oui, dans la vraie vie, ça aurait pris plus de temps, mais les gars, ce livre se passe sur 2 mois pendant les vacances d'été. Ok, donc on accepte. Et donc là, en fait, on a Rosen qui, elle aussi, a quand même quelques doutes. Et ça aussi, j'aime bien que Rosen soit pas non plus c'est bon, je m'en bats les couilles, c'est open, vous pouvez faire ce que vous voulez. Elle doute aussi, elle est en train de questionner du coup son attirance sexuelle. Et aussi, un truc que j'ai trouvé excellent. Genre ça, vraiment, c'est une phrase que toutes les psys de France doivent dire. Camille embrasse Marjorie avec évidemment l'aval de Rosen. Marjorie ne comprend pas, mais quoi? Genre, j'adore ce personnage. Et en fait, Camille, quand même, c'est pas anodin, tu vois, ce qui vient de se passer. Je suis en couple avec une meuf, on est amoureux, et là, je viens d'embrasser une autre meuf. Et du coup, ben, il va en parler à Rosen. Oh my god, communication, les gars. Et Rosen, elle lui dit, oh, ok, ben, tu vois, ça me déstabilise parce que je m'attendais à pas être impactée, et finalement, je crois que ça m'attriste un peu. Et Camille, il dit, oh putain, mais j'aurais jamais dû faire ça. Et là, Rosen, elle lui dit, ah non, c'est mon émotion, je te demande pas de couper mon émotion. C'est ok que je sois déstabilisée pendant une soirée, tu vois. Laisse-moi vivre cette perturbation. Et j'ai trouvé ça excellent. Nous, en tant qu'être humain, dès que quelqu'un exprime une émotion négative, on cherche tout de suite à réparer, à l'effacer, parce qu'on l'associe à quelque chose de mauvais. Et là, Rosen, elle lui dit, ça fait partie du délire. Point bonus, parce que ça la rend quand même un petit peu crédible, cette meuf, parce que quand même, une meuf embrasse ton mec, t'es quand même un peu perturbée. Genre, Rosen ne peut pas non plus être Miss Tolérance 10 000, tu vois, genre non, elle ressent quand même des choses. Et là, notre petite Rosen, elle est en mode, je crois que j'aime bien Marjorie. Cette meuf, ça me fait trop rire parce que elle voulait juste coucher avec un mec. Elle fait que de paniquer H24 et de courir en mode waouh, mais non, mais arrêtez. Mais en même temps, elle est intriguée du coup. Elle revient puis ouh putain. Et elle revient. Et là, quand Rosen commence à arriver, comment du coup Marjorie elle va faire ce chemin-là dans sa tête? Est-ce qu'elle va le faire ou pas, hein, parce que peut-être qu'elle va pas le faire. Mais de son point de vue, on sent que pareil en fait. Et c'est ça que j'aime beaucoup. C'est que dès le début, il y avait un truc quand même. Elle avait ce regard sur Rosen qui était un peu dédaigneux, mais avec toujours une petite tension. J'aime encore plus au fur et à mesure que ça évolue parce que vraiment, je pense que moi, le truc qui m'intéresse
le plus dans ce roman, c'est toute cette discussion autour du trouble. Ben, ça se met en place petit à petit. Est-ce que tu vas nous faire un peu de cul? Parce que tu nous as fait une petite scène un petit peu caliente, mais est-ce qu'il va en avoir plus? Parce que putain, si tu nous écris un petit plan à 3 Loud, yes! Wait, I'm not. I am not. You're gnarly. I'm not. Tout le monde se stoppe, s'il vous plaît. Camille vient d'embrasser à pleine bouche Marjorie, alors que Rosanne, elle est là en mode... à l'aide. Attends, stop, quoi? Quoi, tu te fous ma gueule? Attends, stop, quoi? Marjorie, réagis, s'il te plaît. Marjorie. Vous allez coucher ensemble sur la plage. Attends, des bains de minuit, là. Oh, mais arrêtez, là, je stresse. Donc là, Marjorie, elle s'est levée, elle s'est assise à côté de Rosanne, et je crois qu'elle va l'embrasser. Attendez, on sort la main parce que it's too much. Ses doigts légers sur ma joue, un corps constellé de sable, elle m'attira avec précaution. Tu n'es pas sérieuse. Ah, c'est ouf, j'ai la scène de... Tu vas tout de ma gueule. J'ai la scène de OSS 77 en tête. Loving you. Ou genre, ils sont tous à Walp sur la plage, ils sont tous en train de faire une partouziante. Ah, c'est si fun. C'est si fun d'être orni. Ils viennent de tous s'embrasser mutuellement. Vous savez ce qui va se passer? Ils vont se voir, ils vont dire, est-ce qu'on peut discuter? Est-ce qu'on peut faire un tour? Mais ok, peut-être que là c'est juste en mode allez, on n'en a plus rien à foutre. Lying down beside you, what's going through your head? The silence in the air felt like my soul froze. Am I just overthinking feelings I can sell? Je viens de terminer La Lagune et je suis très satisfaite de cette lecture. C'était vraiment pas prise de tête, tout en abordant tout plein de sujets. Les personnages étaient suffisamment complexes sans non plus être beaucoup trop prise de tête, encore une fois. L'ambiance était hyper détente. Moi aussi je vais aller au camping. C'était sexy quand même, hein, Madame Ludmilla. Et j'ai trouvé ce livre hyper sensuel. Je pense que c'est ça le mot. Elle a fait le choix de pas avoir des scènes de sexe explicites, donc techniquement tu sais pas trop ce qui se passe. Et toujours très très bien écrit. Ils du coup se disent bon bah ok on a le droit de coucher les uns avec les autres et j'ai tellement apprécié en fait que ils en fassent une discussion, tu vois, genre à un moment donné il y a Marjorie et Camille qui commencent un petit peu à se chauffer et là Camille se dit attends, avant qu'on fasse quoi que ce soit je préfère avant vérifier avec Rosanne que genre c'est ok pour elle. Ils doutent, hein, je veux pas non plus que vous vous dites ok en fait ce livre les gens d'un coup là waouh ils se disent vas-y on se met en troupe, c'est une évidence. C'est pas non plus tant une évidence que ça, ils discutent vachement, ils hésitent et surtout en fait le regard des autres les gars est un énorme facteur parce que la petite Crisette qui est d'ailleurs extrêmement cool, pour la première fois ils font face à la réalité, face au regard des autres, où en fait il y a quelqu'un qui pense que Camille a trompé Rosanne avec Marjorie parce qu'en fait ils ont capté qu'ils ont couché ensemble et les gens viennent me voir en mode oh là là mais ma pauvre tu te rends compte Marjorie c'est vraiment une gosse connasse et tout et eux ils sont là en mode mais putain vous avez rien compris les gars et en même temps c'est chaud et je comprends parce que c'est dur en fait d'assumer au monde et de leur dire niquez-vous on fait ce qu'on veut. C'est important quand même d'avoir inclus ça pour montrer que c'est pas non plus hyper évident et surtout il y a pas mal de gens qui sont encore pas du tout ouverts avec ça. Je dis pas que tout le monde doit le faire, je dis juste que s'il y a des gens qui le font, juste accepte et dis-leur tant mieux pour vous quoi, si ça vous va à tous les trois. Et la fin est assez ouverte parce qu'en gros c'était comme je vous ai dit une parenthèse, chacun va retourner dans sa ville pour aller bosser et ils se disent plus ou moins qu'ils vont garder contact mais on sait pas trop, tu vois, est-ce que ça va tenir, est-ce que ça va pas tenir. Maintenant, on fait un virage à 180 degrés pour nous diriger vers quelque chose qui est beaucoup plus dark. La voix de Laurel, le maître de l'anarchie de Marie. J'ai ma petite carte à l'intérieur, ça va être mon marque-page. Et puis, c'est parti. Vraiment, je lis que des livres signés là. Enfin bref, c'est parti. Deep in ocean, dead and cast away, where innocence is burned in flames. A million miles from home, I'm walking ahead. I'm frozen to the bones. I am the son of our
gunshots are stuck in my head. The thunder of the drums dictates the rhythm of the falls, the number of dead, the rising of their hearts ahead. Mes très chers amis, de 1, je me suis coupé les cheveux. De 2, je suis arrivée à un premier petit bout. Je suis au chapitre 6 du Maître de l'Anarchie et it's fucking amazing. Marie, je suis captivée, c'est extrêmement unique en fait, rien que le genre de ce livre, une ville fictive mais avec des codes du 19e siècle. En gros c'est comme si on était en 1800 quelque part. Interrogation, surprise, on a cette ville qui s'appelle Bohème qui est répartie en 3 rives. On a Ostie, la rive un petit peu industrielle où il y a toutes les usines, où du coup il y a surtout les pauvres. Ensuite on a Luméa, les érudits, les universités. Bon, j'ai pas la 3e ville, mais en fait elle nous a fait une description à un moment donné qui était extrêmement claire. Donc, notre personnage principal pour le moment c'est un monsieur qui s'appelle Hatcher, qui est le monsieur qui est sur la couverture, qui vient d'être engagé en tant que journaliste au journal qui s'appelle Le Mot Libère. Et en gros lui il est hyper ambitieux, c'est un gars qui s'est vraiment battu pour être là, il est pas riche, il a pas été pistonné et il a un talent de malade. Notamment en ce moment il y a des meurtres, il y a des gens qui tuent des députés, il est vraiment intéressé par ça. Sauf que son responsable lui dit écoute, tu viens de débarquer, je vais pas te donner le gros cas tout de suite, je vais te demander de faire un article sur un jeune étudiant qui est en train de retourner le monde de la science qui s'appelle Willem. Et du coup monsieur Hatcher va rencontrer monsieur Willem à l'université et en fait Willem c'est un petit génie, notamment il a découvert un isotope de l'orée. Attention, on entre dans quelque chose de très scientifique. Ils ont découvert un minerai qui est genre surpuissant et du coup Willem il étudie l'orée et selon lui en fait ça va révolutionner complètement toute la technologie. Mais en même temps il dit que c'est un minerai qui reste quand même assez dangereux, pas que ça tombe entre les mains de n'importe qui. Et alors que de base Hatcher il était pas du tout emballé, finalement ça l'intéresse plutôt bien. Donc écoutez, on est dans une ambiance très ville. Il y a beaucoup de descriptions des endroits, des rues et tout. On a ces personnages qui sont quand même très marqués. On a Hatcher qui est hyper perspicace, très borné, quand il veut un truc il fonce. Et de l'autre côté, Willem qu'on vient de rencontrer, lui ça a l'air d'être le scientifique hyper doué. Et on a un 3e personnage qui s'appelle Agnès qui est la copine de Hatcher qui elle est issue d'une famille assez noble et du coup elle se balade un petit peu en jolie robe et tout. La plume c'est quand même quelque chose. Il y a une intention derrière chacune de tes phrases, la manière dont tu la formules et tout a été réfléchi. Attention Marie, là ta tête va grossir mais elle me fait un peu penser à C.S. Pacat dans le sens où chaque mot tu sens qu'il a été calculé quoi. Il est là, il est posé à cet endroit là pour une raison particulière, hyper précis, vous voyez c'est hyper juste. Putain Marie, t'as dû faire des études de radioactivité là, j'aurais jamais pu faire ça. Alors moi de 1, je veux qu'ils tombent amoureux parce que je suis aussi là pour la romance les amis, donc non je pense pas qu'ils vont tomber amoureux tout de suite. Je pense que Hatcher il va aller un peu trop loin à en douce étudier quand même les meurtres et que les meurtres ont un lien avec l'orée parce que forcément quand tu découvres un truc aussi puissant, la politique se mêle à tout ça. Je pense que Hatcher en fait il va faire des trucs un peu hors la loi et que du coup ça va mal finir son poste de journalisme et qui va un petit peu entraîner Willem avec lui, ou alors l'inverse, ou alors c'est Willem qui va l'entraîner. C'est tout de suite vraiment accroché à eux, elle les caractérise très tôt. Voilà les amis, c'est tout pour ce premier update qui est très positif. Mais de toute façon, est-ce qu'on s'en doutait, mes copines ont du talent, c'est littéralement le titre de cette vidéo. Dernière petite théorie, je pense que le maître de l'anarchie c'est le nom qu'ils vont donner au tueur. I will have to run away. I want to feel the pain and there be the taste of the blood on my lips again. The steady burst of snow is burning my hands. I'm frozen to the bones. I am a million miles from home. I'm walking away. I can't recall your eyes, your face. Moi je sais. Ma théorie est que c'est évidemment monsieur Klaus Michelson. Et donc c'est monsieur Klaus qui a fait tous les meurtres. Et je pense que il exploite son fils pour qu'il lui fasse des bombes. Et que du coup Willem sait très bien que c'est lui qui fait les bombes. Qui s'en veut de ouf. Et que le mec est traumatisé. Bon les amis, j'ai littéralement bouffé ce livre dans le train. Et je vais vous faire un petit update, sachant que vous êtes littéralement entre mes genoux. Donc on va tester la solidité de mes genoux. Marie c'est le genre d'autrice qui décrit beaucoup dès qu'on est dans un nouvel environnement. Elle va toujours en profiter pour vous expliquer d'où ça vient, pourquoi ils font ça. Rien que dans les tenues,
elle t'explique à quel point les tenues sont en lien avec la classe sociale des gens et tout. Elle prend vraiment le temps de parler de son monde et de te plonger dedans. Je suis pas le meilleur public pour cette plume parce que moi, un bout d'un moment, la description, j'en ai un peu rien à foutre. Et surtout, je crois que je vous avais dit, mais moi je visualise pas dans ma tête. Je pense que je ne suis pas la personne qui va le plus kiffer la plume de Marie. Mais par contre, mais qu'est-ce que je suis épatée. Genre en fait, mon état, c'est... Moi je m'attache aux personnages dans un roman et du coup là c'est vrai que c'est hyper agréable parce que du coup ils sont là, ils sont puissants, ils font des choses quoi, ils sont actifs. Donc comment ils évoluent du coup? En fait Hatcher et Willem deviennent des petits associés. Hatcher capte que Willem il est peut-être un petit peu mêlé à toutes ces histoires de meurtre parce qu'en gros son père est un mec giga chelou, giga riche et il fait justement partie de la chambre. Tous ses collègues se font tuer, il détient tellement de parts dans le domaine de Loré, aussi dans le domaine du journalisme. En fait ce que je veux vous expliquer par là c'est que ce mec est ultra puissant. C'est sûr et certain que c'est lui en fait qui tue ses collègues parce que ses collègues peut-être qu'ils ont appris quelque chose que lui il voulait rester caché. Et en fait Willem c'est un professionnel de Loré et en fait on apprend que ce mec a été adopté parce que de base c'était en fait un mec qui traînait un petit peu dans les labos, il essayait un petit peu de s'instruire et en fait il est devenu excellentissime et comme par hasard, il a été adopté par qui? Par Klaus Michelson. Donc moi là j'ai mis two into together et si jamais ma théorie n'est pas la bonne, et tant pis pour moi mais je pense que je tiens quelque chose. Deuxièmement, je pense que une rupture les gars, qui se sent pas du tout à sa place dans les lieux hyper fancy et en fait sa meuf comme je vous ai dit c'est une chanteuse à l'opéra qui est giga riche et en fait ça fait plusieurs fois qu'il est invité et genre il voit ses potes. À un moment donné genre il est parti de la soirée et tout tellement il se sentait pas à sa place et genre je pense qu'ils vont se séparer parce qu'en fait il fait que de dire qu'elle va pas être heureuse avec lui. Il sera jamais de ce monde là. Part of that world. Bref, donc je pense qu'ils vont se séparer, ce qui est pratique. Parce que je vous rappelle que nous avons une autre romance que nous voulons voir fleurir. Parce que Willem nous a fait son petit coming out. He likes boys. En fait, j'aimerais bien là que Hatcher il soit dans la giga merde. Où le mec frôle la mort. J'aimerais bien que Willem le sauve. Moi, je connais plus. Parce qu'en fait, Willem il cache bien son jeu. Mais je pense qu'il connaît beaucoup de choses. Au tout début, je me faisais la réflexion que c'est écrit petit. Vous vous rappelez genre les débats sur TikTok où les meufs disaient I'm sorry but il y a trop de mots sur la page. Et bien figurez-vous que ma vue se baisse. Les pages sont quand même très très bien remplies. Oula, attendez, je viens de lire la suite là, ça commence à flirter. It's flirting. Voilà, donc en fait nous sommes arrivés dans la nouvelle maison. Comme je vous avais dit, mes parents ont déménagé et ceci est notre nouvelle maison. Il faut d'abord que tu ailles rompre Hatcher. On n'est pas dans la lagune là. Nous allons terminer le maître de l'anarchie en bronzant, mesdames et messieurs. Les gars, je peux pas vous expliquer ce qui s'est passé à partir des 80% de ce livre. Je suis complètement retournée. Certaines de mes théories étaient vraies, d'autres étaient complètement fausses. Je vous jure que la fin de ce livre, c'est un compact d'une bombe biochimique. Premièrement, nous allons parler du coup du fameux tueur. Est-ce que je vous l'avais dit? Je vous l'avais dit ou pas? Que dans ma tête, le médecin et le tueur, c'était la même personne. Dans mon idée, en fait, Willem était le tueur, mais que en fait, il le faisait contre son gré, que son père le forçait à aller tuer des gens. Et bien, figurez-vous que, en effet, c'était bel et bien Willem, mais en fait, le mec le fait de son plein gré. Ok, le mec! Quand tu vois un petit peu plus et tu comprends pourquoi, là, ça se met dans une situation délicate. Parce qu'en gros, quelle est la situation? Loré, qui est ce minerai, qui peut être poisonneux à petite dose. Tous les grands députés là, ils se sont dit vas-y on va faire un truc un peu de bâtard, on va poisonner des gens avec Loré de manière un peu subtile, comme ça les gens sont malades et du coup quand tu es malade, et bien tu vas acheter un médicament, hein, et du coup on va construire le médicament. J'aime bien parce que c'est absolument pas le reflet de notre société. Donc en fait leur but c'était de se faire un maximum de fric. Tout ça c'est grâce à Willem. Il a capté que le but de son père c'est de tuer des putains de gens. Il s'est dit ok j'ai pas vraiment envie de faire ça, mais en même temps je peux pas non plus dire ta gueule à mon père, du coup je vais un peu la jouer agent double. Du coup Willem de son côté lui il allait soigner les gens. Lui ce qu'il a voulu faire c'est tuer les 6 députés qui du coup se sont alliés pour ce projet et en dernier son père. Mine de rien un peu swag parce que le mec a tué les méchants. Hatcher lui dit et ce qui est assez juste c'est que frérot en fait tu n'es pas Dieu, c'est pas toi qui décide qui meurt pas,
t'es là en mode ouais mais je tue des gens méchants, oui mais tu les tues quand même. Où est-ce que tu places la limite de l'éthique en fait? Enfin, est-ce que du coup on te pardonne parce que tu as tué des gens méchants, ou est-ce que on te fout un procès parce que t'as tué des gens? Arthur pour le moment il est plus dans faut que tu sois jugé en fait mec. Willem lui dit donne-moi 10 ans. Je suis d'accord pour être accusé et je suis d'accord pour être foutu en prison, mais avant laisse-moi aboutir mon plan, c'est-à-dire reformer cette ville. Ensuite parlons du coup de l'autre truc assez renversant, ils se sont pécho mesdames et messieurs. Très joli, c'est suggéré, nous n'avons pas de détails. Encore une fois Marie tu vas prendre la grosse tête, mais j'ai vachement trouvé de parallèles avec la scène du tome 2 de Captive Prince, notamment la phrase une seule première et dernière fois, parce qu'en fait c'est un petit peu ce que Laurent il dit à Damenge, et qu'en fait ce soit un peu aussi de la manipulation, parce que ensuite le lendemain il dit bon ok c'est bon, Arthur il dira rien, je l'ai convaincu, j'ai couché avec lui pour le manipuler. Est-ce que c'était vraiment pour le manipuler ou est-ce que tu le penses pas vraiment? Je pense que tu le penses vraiment. C'était extrêmement élégant. Maintenant on s'approche très très fortement de mon style. There you go, le tourbillon des possibles de Clara Hero. Missed your 21st birthday. I've been up at home. Almost tried to call you. Don't know if I should. Hate to picture you half drunk, happy. Hate to think you went out without me. C'est qui fait un Sorry. grand peur sur la scène. Comment tu vois ça, genre le clou du spectacle Parce que c'est esthétique. et le plus petit poulet que la tête. Still haven't heard from your family, but you said your mom always loved me. Sometimes Petit update depuis ma nouvelle chambre. Je me suis forcée de m'arrêter parce que là, je pense que je suis déjà à un bon tiers et j'allais continuer en fait et j'allais le terminer aujourd'hui. Donc, we're going to slow down. Clara quoi, juste Clara. J'aime beaucoup sa plume dans celle-là. Léonie en fait, elle s'exprime vraiment telle qu'elle est. Dans sa narration, dans ses dialogues. T'as vraiment l'impression en fait que tu parles à une amie à toi. Tu peux hyper bien en fait te projeter parce que c'est que des expressions qu'on connaît et tout. Enfin, vraiment moi, comme je vous ai dit, quand dans les dialogues et dans la narration, il y a ce côté familier, tout de suite j'accroche énormément et je surkiffe en fait. Je sais que moi je parle comme ça et tous les dialogues qu'elle a eu pour le moment c'est que des dialogues que je peux m'imaginer avoir avec des gens, donc pour moi ça c'est un énorme bonus. Ensuite notre Léonie. Alors Léonie elle vient de faire un stage de fin d'études dans une boîte de prod. Son grand rêve c'est d'être réalisatrice, mais bon elle a un petit peu abandonné l'idée parce que c'est un métier qui est hyper sélectif et elle est pas du tout pistonnée, donc elle se dit que partir plutôt sur de la prod elle aura peut-être plus de chance. Sauf qu'en fait elle qui pensait être prise en CDD après son stage se retrouve extrêmement déçue parce qu'en fait sa tutrice de stage tombe enceinte, donc du coup elle est pas trop là et du coup elle se retrouve sans rien. Et donc elle retourne habiter sa maison d'enfance, ses parents sont divorcés, son père habite actuellement à Lyon et bon c'est un père qui est un peu absent et sa mère en fait elle vient de retomber amoureuse depuis son divorce. Du coup elle est partie dans une lune de miel avec son nouveau copain et ce que j'aime bien c'est que Léonie en fait en même temps elle est en mode bon tant mieux pour elle, elle a refait sa vie, elle est heureuse, ça fait plaisir, mais en même temps putain moi là j'ai besoin de ma mère, j'ai besoin qu'elle soit là pour m'aider à déménager, j'ai besoin qu'elle soit là pour m'aider à trouver un travail. Petite Léonie, elle se sent un petit peu abandonnée. Dans cette maison, il n'y a qu'une seule personne, c'est sa petite sœur qui vient d'avoir son bac et qui du coup va profiter de son dernier été avant de partir dans ses études l'année prochaine. Et en fait, ça lui fait tout bizarre parce que tu sais, elle rentre chez elle avec l'impression qu'elle va être un petit peu la reine du monde, que tout le monde va être trop contente de la revoir et en fait pas du tout. Sa petite sœur, elle fait sa vie quoi, elle a ses potes. Ça c'est adoré, genre le moment où elle envoie des messages à toutes ses anciennes copines du lycée en mode hey qu'est-ce que tu deviens, ça te dit on se croise, et qu'en fait aucune ne répond ou alors on n'était pas là et que du coup ça te fait une espèce de claque de dire ah mais en fait le monde il a continué de tourner en fait quand moi j'étais pas là. Elle recroise son voisin et son voisin c'est qui? C'est Samuel Lefebvre. C'est le gars avec qui elle faisait que de coucher quand elle était au lycée et ils ont eu une histoire un petit peu ambiguë où lui était vraiment très amoureux d'elle mais elle savait pas trop ce qu'elle voulait, elle voulait pas trop se poser donc ils se sont contentés d'être juste sex friends. Depuis qu'ils sont tout petits ils faisaient que de traîner ensemble, d'aller l'un chez l'autre et tout. Elle, ça fait quelques années qu'elle veut l'éviter à tout prix et évidemment ils se croisent. Je déteste cette sensation de recroiser des gens que j'ai pas vu depuis des années parce qu'en fait j'ai l'impression que genre c'est de ma faute et j'ai l'impression que genre j'aurais dû faire quelque chose et tout alors que pas forcément, mais elle capte qu'il y a ce truc quoi entre eux. Le fait est qu'en fait c'est la seule personne qui
qui est encore dans cette putain de ville et ils vont se recroiser à plusieurs reprises. Je vais un petit peu spoiler de ce qui se passe dans ce livre, mais ça m'empêche quand même pas d'apprécier en fait chaque instant. Et il y a tellement de choses dans le fait de grandir et dans le fait de devenir adulte qui moi me touche genre de ouf. Déjà elles sont 3 sœurs, donc je relate énormément à ça. Et en plus Léonie c'est celle du milieu et genre l'enfant du milieu, mais genre vraiment le fait de regarder sa grande sœur et de se dire oh my god, j'ai l'impression que tu es un modèle sur terre que je n'arriverai jamais à atteindre. Et après de regarder ta petite sœur et de se dire mais en fait ma petite sœur elle a plus besoin de moi, genre quel est mon rôle en fait, genre qu'est-ce que je suis censée faire. Après il y a tout l'aspect de on est dans sa ville d'enfance, tous les souvenirs en fait que t'as. Je vais écrire un livre juste sur la maison d'enfance parce que moi là en ce moment j'ai plein de choses à te dire, littéralement. Elle a en fait 2 meilleures amies qu'elle a rencontrées pendant ses études, une là qui a potentiellement trouvé un travail et en même temps t'es contente, mais en même temps tu te dis putain mais pourquoi toi et pas moi. C'est pas facile, je suis bien contente de pas avoir vécu ça. Clara elle a vraiment cette capacité à cibler vraiment les choses, à écrire des personnages qui sont tellement vrais, tu vois, genre cette meuf elle existe quoi, genre cette meuf elle me rappelle des gens que je connais. C'est reparti. Small talk and you tell me that you're on fire. Lights on and it's black and white, I couldn't stay forever. I see the look in your eye and I'm biting my tongue. You would be the love of my life and I was young when the night is over. Don't call me up, I'm already under. I get a little bit alone sometimes. I don't miss you. Elle a eu une situation absolument horrible et en fait ça me fait trop rire parce que c'est tellement un truc qui se passe dans la vraie vie. Elle a rencontré une ancienne amie qui en fait pouvait lui donner le contact de quelqu'un. C'est grâce à ça qu'elle a eu un entretien, donc ça je trouve que bon encore une fois c'est assez réaliste. Souvent c'est les contacts qui font les choses quoi. Et l'entretien se passe super bien, sauf que l'entretien est à Lille, là où du coup Samuel habite, mais pas là où il y a ses meilleures copines. En fait elle est prise et du coup là elle est dans un dilemme. Elle veut le dire à ses copines de Paris, mais en même temps elle se dit elles vont être vexées ou alors ça va les saouler que je parte à Lille, notre amitié elle va se détruire. En même temps elle essaye de se trouver des raisons parce que sa grande sœur habite à Lille et sa grande sœur est enceinte, donc du coup elle se dit je serai à côté de ma grande sœur. Il y a le fameux Samuel qui habite à Lille, donc elle se dit en vrai enfin j'ai des choses pour moi aussi ici, tu vois, c'est pas comme si c'était un échec parce qu'en gros dans sa tête travailler à Lille c'était comme si elle avait pas bougé, tu vois, parce que elle habite dans un bled à côté de Lille. Le moment où elle reçoit la validation de son taf à Lille, elle reçoit une proposition d'entretien à Paris. En fait à partir du moment où t'es dans une énergie de positif, à partir du moment où t'es en mode ah oui c'est bon je l'ai fait, à partir du moment en fait où tu lâches prise, c'est là que tout se fait. Et surtout en fait elle depuis le début elle est tiraillée dans son truc de est-ce que je vais à Lille, est-ce que je vais à Paris, qui je déçois, et donc forcément la vie va lui mettre en fait ce dilemme parce que il faut qu'elle choisisse. Elle ne dit rien à personne parce que elle, dans tous les cas elle sait qu'elle va décevoir quelqu'un, donc en même temps elle dit pas à ses copines que elle a trouvé un taf à Lille, elle leur dit qu'elle a un entretien à Paris et du coup elles disent ah mais c'est trop bien, on va déjà commencer à préparer ce qu'on va faire l'année prochaine quand tu seras prise et tout, alors que dans sa tête elle sait pas en fait si elle a envie de vraiment avoir le taf à Paris. Elle le dit pas à son mec. Quand tu retrouves quelqu'un que tu connais du passé, t'es un peu forcé dans cette vision qu'ils avaient de toi à l'époque, tu vois, c'est comme si tu devais revêtir ton costume de ce que tu étais à cette époque là parce qu'en fait eux ne t'ont pas vu évoluer, ils se souviennent que de ce que tu étais à l'époque. Elle ne lui dit pas qu'elle a eu une proposition à Paris et du coup lui c'est que pour Lille. Les gars ça doit être horrible. Tu es sur 2 tableaux et le pire c'est qu'en fait quand tu commences avec un petit mensonge comme ça, en fait après tu t'en sors plus parce que le petit mensonge devient un gros mensonge. Et du coup là elles sont sorties en boîte avec ses copines, elles ont bu et du coup elle a avoué j'ai été prise dans un taf à Lille. Elle est toute avec Naïma et Naïma elle est trop gentille, elle lui dit mais enfin on t'en veut pas quoi, évidemment je regrette de ne pas avoir dit la vérité dès le début, maintenant c'est trop gros pour sortir. I know about that. Oh putain, il sait. Je voulais t'en parler vraiment, mais je me suis dit que ça servait à rien tant que c'était pas concret. Puis après, je me suis sentie coupable, donc j'allais te le dire. Quand exactement? Une fois que t'aurais accepté, t'allais me créer un texto, puis disparaître à Paris et plus jamais me donner signe de vie parce que c'est ce qu'elle a fait il y a 5 ans. J'aurais très bien pu être Léonie, mais je comprends aussi le point de vue de Sam, où en fait, Léonie c'était un petit peu le tourbillon de sa vie à lui, tandis que dans la vie de Léonie, lui n'était qu'une fraction de tout le reste, et c'est ça qui est difficile, je pense. C'est horrible. Lui, il comprend pas pourquoi elle est allée à l'entretien, parce qu'elle avait un taf à Lille. Pour lui, en fait, cette envie-là d'aller faire cet entretien, c'est cette envie d'aller à Paris. Alors que pour elle, c'était juste, ok, j'ai une opportunité et je veux me donner le plus de choix possible. À tout moment, elle peut partir. À tout moment, elle peut décider qu'elle a envie d'autre chose. Et c'est vrai que c'est assez humain et c'est un risque à prendre. Et en fait, je comprends, je comprends. Et là, du coup, elle regrette, forcément. Quoi qu'il arrive, cette discussion, elle est pas en vain, elle est importante. Mais là, Léo, elle est en mode, mais j'aurais pas dû lui dire parce que c'est comme ça, si j'avais pas été prise, ce serait rien passé. I don't miss you again.
I didn't love your life inside of your head when the night is over. Don't call me up, I'm already under. Audrey said she saw you out past 12 o'clock. Just because you're hurting doesn't mean I'm not. If it doesn't go away by the time I turn 30, J'ai terminé le tourbillon des possibles de Clara et c'était un 5 étoiles. C'était très très bien, c'était très bien. Clara m'avait déjà un petit peu raconté la fin du livre et en fait, figurez-vous que j'ai... Figurez-vous que j'ai complètement oublié en fait. Et du coup, quand le petit dénouement s'est passé, j'ai fait ah mais oui. Elle est dans un entre-deux horrible parce que en même temps elle a un taf à Lille, mais de l'autre côté elle a aussi un entretien à Paris. Elle rate son entretien à Paris et ça crée en fait une énorme engueulade entre elle et son copain. Je pense qu'il y a certaines personnes qui vont peut-être dire ouais mais il abuse de ouf ou oh mais elle abuse de ouf. Et en fait je trouve ça très bien parce que rien ne se passe comme prévu. Vous voyez, la meuf elle était censée avoir son appart, avoir son mec, avoir son taf et puis hop fin heureuse. Et en fait non, parce que la vie ça se passe pas toujours comme on le souhaite et surtout les gens eux aussi vivent leur propre truc et souvent quand on a un personnage principal, ici Léonie, tout tourne autour d'elle, vous voyez, c'est ses problèmes à elle et souvent l'autre il est là un petit peu pour accompagner et là le fait que lui dise écoute Léonie je crois que ça va pas le faire, j'arrive pas à réavoir confiance en toi, je crois que j'aurai l'impression que t'auras envie de partir, mec c'est mon histoire en fait, genre c'est mon livre, tu peux pas me dire que tu me largues et je trouve ça très très beau. Donc bref, j'ai trouvé ça hyper intelligent et surtout hyper réaliste. Et elle a giga mal pris quand il m'a dit ça parce que elle en fait elle s'en veut tellement et c'est tellement bien fait parce que elle lui dit mais dans tous les cas je n'ai pas eu le poste à Paris, je reste à Lille. Donc c'est comme si c'était rien passé et tu vas me quitter alors que c'était le scénario rêvé, tu vois. Et il lui dit oui parce qu'en fait tout ça se passe à l'intérieur de ma tête, tout ça. Ça rejoint en fait un petit peu ce qu'elle disait au début du roman dans le sens quand tu recroises des gens de ton passé, t'es un petit peu bloqué dans l'image qu'ils avaient de toi et tu vis sur du souvenir. Sauf qu'ils ont tous les deux grandi, évolué et en fait ils se rendent compte que finalement ils sont peut-être pas faits pour être ensemble aujourd'hui mais qu'à l'époque ça collait très très bien. Et en fait la meuf retrouve un job à Paris parce que sa fameuse tutrice a terminé sa période, du coup elle revient et en fait finalement elle était en mode oui mais je serais restée à Lille pour toi, mais au fond d'elle-même elle voulait aller à Paris et du coup je trouve ça bien qu'elle l'ait montré dans... Il y a un gars en fait qui est un pote de Samuel qu'elle fait que de croiser en fait de manière un peu random et lui il lui dit mais moi tu sais que j'étais genre in love de toi quand on était au collège et tout et elle rigole un peu en mode ah mais trop drôle, t'étais trop à fond sur moi et tout, mais elle maintenant elle est avec Samuel et en fait lui il était giga sérieux, c'était la femme de ma vie quoi et en fait elle va aller en date avec lui à la fin. Ce mec ça a un peu été le fil rouge, c'est lui qu'elle voit en premier à la gare, c'est la première personne qu'elle croise quand elle rentre dans sa ville natale et finalement elle va peut-être finir avec lui. Donc j'aime énormément ce petit clin d'œil là. Donc voilà pour Clara, ça m'a vraiment touchée, ça m'a donné envie d'écrire la suite de la bonne direction. Nous allons clôturer ce vlog avec The Prince Without Ground, le prince en terre de glace. Bonne grosse fantaisie à Royaume et cette fois-ci nous allons partir à Arthos, mesdames et messieurs. Donc ici, alors que la Bénigne Césarée on était dans un bail un petit peu grec-romain, Arthos on est en Écosse, et oui, ceci est Jamie Fraser, regardez, il a un kilt, il est roux. Bref, donc je vais m'éclater, on va lire ça aujourd'hui au soleil. Maillot de bain numéro 3, les amis, pour Monsieur le Prince en terre. I doubt it, we're too slow moving. We trust everyone we meet. Two bodies riddled with scars from our preteens, intertwined in a car's dirty back seat. Stare at a driving screen. On est sur complètement autre chose par rapport à la Bénigne Césarée. Bénigne Césarée, on avait un personnage principal féminin très froid, très calculateur, très sûr d'elle. C'est un peu tout l'inverse. Maël, pauvre petit chou. En fait, donc ce mec, pour vous remettre dans le contexte, donc Césarée et Arthos sont en guerre depuis une dizaine d'années. Lui, Arthos, ça s'est fait mais complètement péter la gueule. Lui, il fuit en fait depuis une dizaine d'années. Il y a plein de villes qui sont en siège et c'est tellement le désespoir qu'il y a certaines contrées de Arthos qui se rallient en fait à Césarée pour pouvoir survivre quoi. Donc en fait, même s'il voulait des alliés, il pourrait pas vraiment en avoir parce que personne ne veut s'allier avec lui. Donc ce mec, il est un petit peu dans une quête de soutien, genre il va avoir
tous les lords, s'il te plaît, est-ce que tu peux pas genre te motiver avec moi? Et tout le monde me dit mais en fait non frère, ça fait 10 ans qu'il ne se passe rien, 10 ans qu'il y a des gens qui crèvent pendant la guerre et qu'au final on ne gagne rien. J'ai pas envie en fait de soutenir un énième essai de rébellion parce qu'en fait je sais très bien comment ça va se terminer, tout le monde va crever. Et du coup c'est un peu horrible parce que lui il est en mode mais genre je peux pas abandonner en fait, non, genre je vais me battre jusqu'au bout, personne ne veut le suivre, son autorité s'approche de 0 et en fait il a perdu la confiance de manière générale. Donc c'est hyper rude et du coup là il tente le dernier recours. Il va voir un mec qui s'appelle Enoch qui en fait habite dans une ville qui est assez stratégique, qui a accès à certaines ressources et donc il aimerait bien essayer de le convaincre de s'allier à lui. Je te promets que si au final on gagne, tu récupéreras telle et telle province, genre tu seras richissime, tu seras le roi du monde et en plus de ça je marie ta fille. J'accepte que si tu acceptes de faire un espèce de petit rituel qui s'appelle le Setir Rig. Je n'ai aucune idée de ce que c'est que ce truc. C'est en fait quelque chose qui, a priori, prouve ton grand amour. Une épée pour te battre contre tes ennemis, un bouclier pour la défendre, un poème pour lui proclamer ton amour et une fleur pour je ne sais plus quoi. Et lui, au début, il est pas du tout emballé. Mais bon, il a pas trop le choix, donc il fait ça. Du coup, il rencontre la fille de monsieur Georges Enoch, là. Et en fait, elle est pas du tout emballée, quoi. Parce que c'était pas du tout ce qu'elle voulait. Et en fait, ils ont un petit peu une histoire avec cette famille parce que il y a 10 ans, quand ils avaient tenté une espèce de grosse rébellion, et en fait ils s'étaient déjà combattus avec eux, notamment avec le grand frère de cette famille, et en fait le grand frère est mort, et on a des flashbacks de 10 ans plus tôt quand disons qu'ils avaient toujours de l'espoir, et on voit du coup ce grand frère, donc je pense que les deux temporalités vont finir par s'unir. Vu comment la meuf était présentée, j'ai capté que ça allait pas être notre madame. Monsieur Maël part chercher la première chose pour faire ses 4 épreuves, il part chercher la fleur. Mais je suis conne, he got the flower. Mais un petit truc en fait qu'il avait pas trop appréhendé, c'est que il faut que quelqu'un l'accompagne durant ces 4 épreuves pour pouvoir, je sais pas moi, valider qu'il le fait bien. Là, c'est une barde qui l'accompagne, une chanteuse de petite guitare à l'ancienne, je sais pas comment ça. Du coup là, quand il la revoit, il est un peu faible. Il commence à être un petit peu faiblard. On capte tous que Niamh is going to be our woman. Je sens qu'elle joue un petit peu sur 2 tableaux parce qu'en gros, on a des extraits de lettres qu'elle envoie. Je sais pas à qui elle les envoie. À son père, non? À une pote? Oh là là, mais je l'imaginais pas comme ça. Il est un petit peu fragilou. Genre, en fait, ça me fait trop rire, mais personne ne le respecte, ce mec. Genre, mais elle n'a aucune autorité. Ce livre reste vachement politique. Il est là, les 200 premières pages, on a à peine commencé à avoir notre intrigue amoureuse, on a à peine commencé à un petit peu bouger, parce qu'en fait sur le début elle nous a vraiment implanté le contexte de la guerre, elle nous a montré que Maël est détesté, elle a vraiment expliqué quels étaient les tenants et les aboutissants de la guerre, qui étaient les différents royaumes, machin. Je vous avoue que ce n'est pas 100% ma cam, la guerre, machin, mais maintenant que petite Niamh est arrivée, je vais être 100% dans ma cam. Mais voilà, donc si jamais vous aimez les fantaisies un petit peu plus politiques et tout, sachez que c'est exactement ce genre de choses. Et d'ailleurs la Béni Césarée était aussi vachement politique, c'est toujours aussi bien écrit. Tu ondules en fait sur les pages, je le lis mais si vite tu es en train de le bouffer, très sympa, mais faites bien gaffe à bien lire en quelle année vous êtes, parce que moi j'ai raté en fait, parce que tout à l'heure c'était un flashback et j'ai pas capté parce qu'en fait j'ai pas lu l'année. Donc faites pas comme moi, lisez bien. That the sun was collapsing till the seas rose and the buildings came crashing. We cried, oh, oh, oh. Everywhere, everything. I'm gonna love you till we're food for the worms to eat, till our fingers decompose. Keep my hand in yours. Everywhere, everything. I'm gonna love you till we're food for the worms to eat, till our fingers decompose. Keep my hand in yours. C'est méchant, Lys. C'est très méchant ce que tu viens de faire. Drive slowly. I know every route in this county. Maybe that's not such a bad thing. I'll tell you where. Song of a lass that is gone. Mes très chers amis, j'ai
terminé Le Prince sans terre. En fait, en termes de rythme et de structure, je me souviens que Lys avait dit qu'en fait ça n'avait rien à voir avec la Bénie de Césarée. Elle garde cette même structure assez expérimentale. Elle ose vraiment en fait partir dans des histoires qu'elle a envie de faire et elle le tient jusqu'au bout. Et ça j'aime bien. Donc en gros, en fait, on va suivre Maël complètement au bout de sa vie. Pendant tout ce roman, il essaye de prouver aux autres qu'il est toujours leur prince et qu'ils peuvent lui faire confiance. Et en fait, le mec ne va jamais y arriver. On pourrait s'attendre à ce que ce soit vraiment pas son arc de rédemption, mais à la fin du livre, tout le monde va dire ouais, trop bien, on te suit Maël. On va le voir regagner le cœur de toute sa patrie. Que dalle. En fait, si à la fin, le mec s'en sort, c'est parce que Livia Césarée, donc Verina, la meuf du tome 1, s'est auto-fait exploser, tu vois. C'est assez surprenant en fait de voir que finalement ce mec n'a réussi à rien faire dans ce livre. Enfin, il a quand même réussi à choper 2-3 cadeaux pour sa future femme. Et même, tu vois, la petite romance qu'on nous a commencé à tisser avec la fameuse musicienne là, et ben en fait la meuf s'est complètement taillée en mode bon frérot, écoute, moi le plus important dans cette histoire c'était que je sauve mon père, du coup je me taille. Et en fait tu termines le livre et t'es un peu en mode ok frérot, t'as un peu servi à rien. C'est un peu déstabilisant et en même temps je crois que j'aime bien parce qu'en fait ça change beaucoup d'histoires d'aventure, d'histoires de fantasy où en fait à la fin le mec est un héros, à la fin les méchants perdent, tout le monde est content, ils vécurent heureux, ils eurent plusieurs enfants. Pas du tout. Une seule meuf pour faire un truc comme ça et c'est lisse. Et c'est ça que j'aime bien parce que même dans la Bénie de Césarée, tu vois, elle avait osé faire des choix avec ses personnages que t'oses pas faire parce que tu te dis mais non mais ça tu vois ça va pas être bien compris. Et en fait elle le fait quand même. Et franchement j'admire énormément ça chez elle. Tu vas suivre une aventure. À chaque fois il s'en sort un peu in extremis, mais en fait ça sent que le mec il est vraiment un peu désespéré et du coup c'est le dernier recours. Et c'est un personnage qui est assez touchant parce que t'es un peu épuisé à l'avance parce que tu captes qu'il est dans une merde noire. Je peux pas m'arrêter. Ma simple existence signifie que je dois me battre. Je suis le prince en fait. Je dois faire ça pour mon peuple. Donc si j'abandonne, ça sert à rien. Et il est vraiment dans cette optique de dire je ne peux pas abandonner. Même si je n'ai aucune chance, je suis obligée de persévérer. Et du coup c'est horrible parce que le mec persévère pendant tout le roman et toi t'as lu le 1, tu sais en fait que ça va aboutir à rien et qu'en fait le mec va se faire trahir de tous les côtés mais pourtant il abandonne pas. Et c'est ça moi que je trouve beau, le mec ne s'arrête pas. Tu mérites parce que franchement t'es allé jusqu'au bout quoi. Elle s'est un petit peu pas jouée de lui mais la meuf avait ses propres plans avant lui et à la fin en fait elle se taille parce que donc en gros elle l'a plus ou moins trahi parce que du coup elle a dû un petit peu raconter à Enoch c'était quoi ses faiblesses mais en même temps elle lui a peu dit ce mec en fait n'a aucune faiblesse parce que en fait il a un petit pouvoir, il arrive à se régénérer plutôt facilement, il a une espèce de force surpuissante grâce à sa superbe épée en forme de des frites de steak and shake là. Et du coup à la fin lui il est un petit peu dépité parce que il pensait trop que Niam elle allait être là à lui tendre les bras en mode ah je t'ai toujours aimé et en fait non, la meuf part. Je suis un peu outrée. On a du coup un petit teasing que le prochain livre sera sur Siobhan qui est du coup la cousine de Maël, Spalas qui est l'île, donc c'est le dernier endroit où on n'est pas allé et il me semble que ce livre sera bleu si je me trompe pas. Il y a toujours des fanarts quand même assez spectaculaires, donc ça c'est notre petite princesse qui a rien demandé et ça c'est Niam qui en a rien à foutre. Tout ça parce que Verina s'est enflammée toute seule. Il y a tout l'aspect vraiment fantasy, tu vois, parce que moi je pense que je suis pas le meilleur public parce que c'est pas non plus mon genre préféré, mais si vous aimez vraiment les fantaisies où il n'y a pas beaucoup de romance et c'est surtout centré sur quête du personnage, les alliances, la côté politique de la guerre et tout, mais genre foncez, vous allez vous régaler. C'est aussi tout pour cette vidéo puisque ceci représentait le dernier livre. Je suis trop contente d'avoir pu découvrir la plume de toutes mes copines quoi. Voilà, je vous encourage à 38% à lire leurs livres si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous fais des gros bisous et à plus tard.